Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 28 mars 2023. C'est la deuxième vidéo que j'enregistre car j'ai des problèmes avec ma carte mémoire. Je ne sais trop juste ce qui se passe, mais j'essaie de résoudre ce petit problème. Alors, j'enregistre une deuxième vidéo. C'est un peu agaçant. C'est même très agaçant, mais bon. Aussi, je suis obligé, je me vois dans l'obligation de vous dire qu'il est possible que cette séquence lazaréenne, ponctuée de nombreux décès, soit mise sur pause incessamment dans les prochains jours peut-être, car quelqu'un de très proche de Fabienne est au plus mal. Et, et voilà. Alors, il est possible que nous devions, de toute urgence, quitter le Québec et aller en France. Alors, je ne sais pas si je vais... En fait, j'aimerais beaucoup, alors je vais réfléchir à comment organiser tout cela. J'aimerais beaucoup ne pas mettre sur pause cette séquence. Mais il y a des impondérables, il y a des imprévus, il y a des choses comme ça qui se produisent. Et j'ai tout fait depuis 14 mois et j'ai réussi à être là soir après soir avec vous. Et je sais que certains d'entre vous, soyez-en ici remerciés, m'accompagnaient déjà depuis les 14 derniers mois. Donc, un peu plus de 400 vidéos consécutives. Et vous m'avez accompagné également lors du décès de ma mère. Vous avez suivi la... J'allais pas dire, je trouvais pas le bon mot, mais enfin, vous avez suivi les aléas de sa maladie et la conclusion. Et de même, vous avez été informé par le décès de mon père que j'ai moi-même appris, que j'ai moi-même appris 3 mois après que soit survenu ce dit décès. Alors oui, j'ai fait mon deuil sur les réseaux, j'ai fait mon deuil sur YouTube. De la même manière que le poète, l'écrivain, le militant Pierre Schneider a annoncé sur sa page Facebook qu'il lui restait une journée ou deux à vivre et qu'il nous remerciait, qu'il avait passé un bon moment avec nous. Alors cette séquence lazaréenne, elle est, euh, elle est inquiétante au fond. Je vois bien que les fantômes se multiplient autour de nous. Il y a l'effet aussi de générationnel. À l'âge que j'ai, c'est normal que comme disait l'autre, que les ombres s'allongent. Et c'est dans l'ordre des choses, c'est dans la ronde de la vie. Alors, je vais quand même, en espérant que cette vidéo-là, vous l'entendiez, il y a celle que j'ai commise il y a environ 1 heure et demie, mais que je ne parviens pas à téléverser sur YouTube. Hier, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs reprises et ça a pris 3-4 heures. Et en plein milieu de la nuit, j'allais me réveiller pour voir si la vidéo avait fini par être téléversée. Eh bien non. Elle s'était figée à 10%. Alors j'ai repris l'exercice le lendemain matin, donc ce matin, pour vous offrir la vidéo, première partie consacrée à Louis Lanoiselé. Bon, vous l'avez entendu, donc je ne vais pas me répéter, consacrée à les bouquinistes des Quais de Paris. Et les bouquinistes, pour parler d'eux, qui appartenaient à cette catégorie de colporteurs, de vendeurs itinérants,
avait fini par s'établir tout au long de la Seine et près des ponts, oui, que vous connaissez. Et le premier écrivain à avoir parlé d'eux avec beaucoup de finesse, d'intelligence, de brio, de génie, n'ayons pas peur des mots, c'est Balzac. Après, d'autres ont emboîté le pas, Anatole France et Rémy de Gourmont aussi, qui lui-même a appartenu, comme vous allez l'entendre plus loin, qui a appartenu à cette catégorie qu'on appelle les chineurs. Et pour la petite histoire, il y a eu, je ne sais s'il est encore en activité, aux alentours de l'an 2000, un Québécois qui a installé sa boîte. Alors, je me plais d'imaginer ce Québécois venant de la profonde forêt boréale, se retrouvant au quai des Grands Augustins, par exemple. Et je l'imagine vivant au rythme de la vie parisienne trépidante. Paris, c'est au cœur du monde. Hein? C'est au cœur du monde occidental. C'est au cœur de l'Europe. L'Europe est au cœur du monde. Donc, Paris est au cœur de l'univers. On le ressent vivement. Et pour un Québécois qui est décentré, qui est limitrophe même à la civilisation, aurais-je envie de dire, eh bien, c'est un drôle de sentiment. Car de France, on a toutes les influences. Hein? L'influence anglaise, l'influence espagnole, l'influence italienne, belge, allemande. Et on peut même reculer un peu. On a l'influence de l'Afrique noire, l'Afrique du Nord, je voulais dire. Mais de l'Afrique du Nord, on peut commencer aussi à penser qu'on va s'aventurer profondément. En tout cas, on va s'approcher de l'Orient, de l'Asie. Et c'est très étonnant que nous sommes Québécois qui vivons littéralement dans un immense territoire qui est autonome géographiquement en soi. Et de plus, nous sommes, en tout cas pour l'instant, le seul groupe linguistique homogène en Amérique du Nord. Et c'est très, très étonnant. Et contrairement à ce qu'on dit, nous ne sommes pas une minorité dans un océan de parlants anglais. Nous sommes une majorité sur un territoire presque naturellement séparé, géographiquement isolé du reste du continent. Et je ne suis pas sûr que les Québécois comprennent bien cette dimension spatio-géographique. Il s'agit juste de regarder une carte ou d'avoir pas juste une carte, mais une vue aérienne. C'est frappant comment le Québec est carrément à part, comme une sorte d'excroissance. Et c'est gigantesque. C'est presque grand comme un continent. C'est très étonnant de voir ça. Et nous sommes reliés par un très étroit canal au fond. Contrairement par exemple aux Russes, qui eux occupent aussi un immense territoire, le plus grand territoire de la planète, et qui touche à la fois à l'Europe et qui touche à la fois à l'Asie. Et on peut comprendre ce sentiment-là d'illimité qu'éprouvent les Russes. Nous, on ne l'éprouve pas de la même manière, mais il y a ça dans notre conception et dans notre rapport au territoire, cette vastitude et ce sentiment d'être isolé en même temps. Alors oui, je vais vous lire 2 petits passages, ou pas. Oui, parce que je me répète, vous avez compris que je refais 2 fois la même vidéo et
fidèle à mon habitude, je dis des choses que je n'ai... Là, j'ai perdu les notes que j'ai prises. Est-ce que j'en fais une autre? Bon, attendez. C'est agaçant, ma manière de travailler parfois. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire, il y a une confrère québécoise. En fait, le confrère libraire québécoise d'origine parisienne qui a pris... qui a fermé sa boutique il y a quelques années à peine, et dont la rumeur veut qu'elle va s'installer comme bouquiniste à Paris. Et il y a pas peu de temps, peut-être un an ou quelques mois, je ne sais pas, j'ai perdu la notion du temps, la ville de Paris faisait un appel à ce que des bouquinistes s'installent sur le bord de la Seine. Un appel, il y avait une vingtaine de places disponibles et les candidatures devaient proposer et les prospects devaient proposer leur candidature avant la fin mars, si je ne m'abuse, fin janvier. Bon, là j'ai perdu mes 2 passages. Oh, je m'agace des fois. Les notes, les petits signets que j'y avais insérés. Ben voilà, j'en ai trouvé un. C'est concernant le langage, le lexique des bouquinistes. Ce chapitre sur le bouquiniste des quais ne serait pas complet s'il n'était ajouté quelques termes de métier. Un panat est un livre invendable. De la drouille, un lot de bouquins bons pour le papier. Une toile, un carré de tissu que l'on remplit de bouquins enchevêtrés pour ne former qu'un bloc. On noue ensuite les 4 coins, 2 très serrés, les 2 autres moins, afin d'être accrochés à l'épaule. C'est le moyen le plus commode pour porter un grand nombre de volumes. Faire une bonne toile, c'est acheter un lot de bons livres. Quand le bouquiniste dit qu'il n'a pas étraîné, c'est qu'il n'a pas vendu le moindre bouquin dans la journée. Des experts en livres, les fureteurs qui n'achètent jamais rien. Une de nos voisines avait coutume de dire par les temps froids d'hiver, « Si encore on touchait de la braise, cela réchaufferait. » Un chineur est un amateur connaissant parfaitement la valeur des bouquins. Il fait les marchés aux puces, les quais, achète à l'un pour revendre à l'autre avec un petit bénéfice. Ces chineurs recherchent pour des libraires des éditions rares, épuisées. Ils passent souvent sur les quais, montrent leur liste de bouquins recherchés. Certains d'entre eux gagnent bien leur vie. Il est bien rare qu'au bout d'un certain temps, ils ne deviennent bouquinistes des quais et même en boutique. On pourrait citer une douzaine de bouquinistes qui ont débuté ainsi. Il y eut de tout temps des chineurs. Octave Uzanne cite vers 1890 3 chineurs célèbres, Guffroy, Philippot, Moret. Rémy de Gourmont fut chineur un certain temps. Avant 1914, le père Bailly, ancien professeur de français, était aussi célèbre dans la recherche des bouquins que par son intempérance. André Malraux, excusez du peu, entre les années 1919-1922, profitant de ses connaissances bibliophiliques, recherchait des livres épuisés chez les bouquinistes des quais pour le compte de M. René-Louis Doyon, alors directeur de la maison d'édition La Connaissance. Ainsi que beaucoup de jeunes gens qui n'ont de fortune que leur jeunesse, le jeune étudiant trouvait à ses studieuses recherches le moyen de gagner un peu d'argent qui l'aidait à vivre. Parmi les chineurs actuels, appelés maintenant courtiers en librairie, nous connaissons l'indo-chinois Fan Dactiem, artiste de talent, qui passe souvent sur les quais. Je suis très curieux de ce Fan Dactiem. On va faire une petite recherche. Qui passe souvent sur les quais, affable, patient, avec des listes de bouquins recherchés par des libraires. Berthelier, qui connaît à fond la librairie.
Nous pensions nommer quelques courtiers et dire quelques genres de bouquins ils recherchent, mais pour de multiples raisons, ils préfèrent garder l'anonymat. Nous savons seulement que quelques-uns d'entre eux sont des étrangers et que certaines viennent du Moyen-Orient. Depuis l'amateur qui profite de ses connaissances pour acquérir un peu d'argent, jusqu'au professionnel qui gagne plus ou moins largement sa vie, en passant par le jeune homme sans travail, qui essaie de vivoter en attendant un emploi, ce que l'on peut dire, c'est que les chineurs et courtiers sont nombreux sur le marché du livre d'occasion. Oui, au Québec, on appelle ça, on a ce terme, c'est anglicisme, on appelle ça un pecker, si vous préférez un chineur. Et c'est le terme, mais personnellement, depuis longtemps, je lui préfère le terme de courtier, infiniment plus élégant. Alors, j'essaie de vous retrouver le deuxième passage. C'est un livre extraordinairement intéressant. Là, j'ai lu un passage que je ne vous ai pas lu dans la première version. On y lit qu'entre autres, Huysmans était un bouquineur assidu qui achetait les livres sur le mysticisme, l'occultisme, la sorcellerie, les ordres religieux, la musique sacrée, ainsi que sur les cloches. Léon-Paul Fargue, poète dilettante que l'on rencontrait souvent sur les bords de la Seine, il aimait la flânerie, le rêve. Rien ne pouvait mieux lui convenir qu'une promenade sur les quais à regarder les bouquins casés dans les boîtes. Léo Larguier, grand collectionneur de livres et de bibelots, ses loisirs se passaient chez les antiquaires et les brocanteurs, ainsi que chez les bouquinistes en livres et bouquinistes antiquaires. Il revenait souvent avec des bouquins et toutes sortes de bibelots qu'il ajoutait avec amour à ses magnifiques collections. Paul Léotot aimait à se promener le long de la Seine. Il fut le type le plus pur du parfait flâneur. Tout ce qui était dans la rue l'intéressait. Les bouquins dans les boîtes, les femmes qui passaient, une échappée sur le fleuve. Parfois, il s'arrêtait, perdu dans ses pensées. Les bouquinistes le voyaient passer, un grand cabas au bras, qui servait à mettre les provisions de ses nombreuses bêtes. Dans les dernières années, il était toujours coiffé, par-dessus un bonnet, du même chapeau de tissu, dont il avait acheté une douzaine du même exemplaire. Ce n'est pas qu'il achetait beaucoup, or parfois quelques volumes de mémoires, sentences ou maximes. Et là, il enchaîne avec le fait que Léotot a eu une enfance malheureuse, privée d'affection. Oui, et là, s'ensuit un long passage sur Léotot. Oui, les bouquineurs. Les bouquineurs, en fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire une deuxième vidéo, en fait, parce que je n'ai pas envie de me répéter, j'ai pas envie de relire le même texte, bon, à part celui sur le lexique que je vous ai lu. Dans la première version, j'avais pigmenté le tout de quelques remarques personnelles, et ma petite digression sur le Québec comme un continent, c'est un ajout. Alors en fait, je pense que je vais faire, pas version 1, partie 1, partie 2. Les bouquineurs actuels ne sont peut-être plus aussi nombreux que ceux de l'ancien temps. Tiens, 1956. En plus d'aimer de collectionner les livres, il faut aimer les quais, savoir s'y promener en flânant et en rêvant. Le siècle de la vitesse et des records s'accommode mal de la douceur de musée, quel joli mot musée, le long de la Seine. Depuis que Nuluberlu a clamé à tous les échos du monde « Le temps, c'est de l'argent »,
Les hommes se croient obligés d'aller vite, de courir. Ils se promènent à grandes enjambées, ruminant des chiffres, pensant à des affaires qui leur rapporteront la fortune. Ils vont là-bas, toujours là-bas, les poings serrés, les épaules prêtes à la lutte. Chaque jour, ils passent sans seulement regarder tout ce qui fait la beauté de la vie. Anatole France, qui savait rêver et flâner, a écrit « Je n'ai jamais trouvé sur les quais aucune édition de Molière ou de Racine. Mais ce qui vaut mieux encore que le Tartuffe avant les cartons ou l'Athalie, in 4, in folio 4, plié en 4, j'y ai trouvé des leçons de sagesse, puisqu'il y a là des arbres et des livres, et que des femmes y passent, c'est le plus beau lieu du monde. » Ouais, et là, mon feu, mon ami libraire, ne sait pas, les pages sont non coupées. Alors, on n'ira pas davantage plus loin. Alors, c'est tout un portrait ici de... Bon, je vous ai lu les plus connus. Il y a évidemment Paul Lacroix, dont je vous ai entretenu il n'y a pas si longtemps, mieux connu sous le nom de bibliophile Jacob. Et lui, écrivain, historien et érudit, né et mort à Paris, 1806-1884. Il était le plus parfait bouquineur qu'il y eut sur les quais. C'était une silhouette légendaire connue de tout Paris. Maurice Duseigneur, dont le conseiller du bibliophile 1876, traça ce croquis du bibliophile Jacob. Il s'en va, l'œil au guet, comme un bon chien de chasse, le long des quais Conti, Voltaire, Malaquais, flairant tous les bouquins, inspectant les paquets de livres noirs, poudreux et mordorés de crasse. Il a de beaux cheveux bouclés et l'air bonasse, des auteurs vieilles et neufs, il sait les sobriquets, mais préfère rétifs et les minois coquets, des fanchettes de pieds fins aux muses du Parnasse. Il est des amateurs un des plus compétents, un des plus vieux peut-être. On dit qu'il a 100 ans. On croit qu'il en a 20 quand on voit comme il file. Il a fait des romans, des vers, plus d'un journal. Son cerveau de science est tout un arsenal. C'est notre maître à tous, c'est le bibliophile. Il possédait la plus étonnante collection de romans du XVIIIe siècle et de la période impériale. Il collectionnait les journaux littéraires, dont il se servait ensuite pour ses nombreux écrits. Les bouquinistes ne s'adressaient jamais en vain à lui pour certaines de leurs doléances. Nous avons déjà vu comment il s'entremit auprès de l'empereur contre le projet du baron Haussmann. Il était conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal. Il avait installé dans les vastes greniers de sa bibliothèque personnelle. Quand il mourut, la moitié d'une pièce était remplie de paquets de livres rapportés de ses nombreuses promenades au quai et qui étaient encore ficelés. Alors voilà, écoutez, finalement, ce sera une deuxième vidéo. Aïe, aïe, aïe. En espérant que ces deux-là vous parviennent, ou qu'au moins l'une d'entre elles vous parvienne. Je vous remercie d'être avec moi. Merci de votre compréhension. Et en espérant ne pas avoir à me réveiller cette nuit pour vérifier que le téléversement de la vidéo a bel et bien eu lieu. Merci et à demain. Merci et à demain. À demain, je l'espère.